Aujourd'hui, on va essayer de nous concentrer sur le 21e siècle précisément, mais avant ça, petit rappel très rapide de l'historique. Le tirage au sort, comme étant un outil de sélection des délibérants, est inventé en même temps que la démocratie à la période athénienne au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et continue pendant tout l'âge d'or de ce système politique. Il va ensuite être réutilisé, mais très minoritairement, et pour des usages moins démocratiques à Rome. Puis, bien plus longtemps après, vers le haut Moyen-Âge, début de la Renaissance, dans les républiques italiennes, notamment Sienne, Florence et Venise. Mais c'est pas vraiment un usage démocratique, c'est davantage un usage de résolution de conflits entre des grandes familles aristocratiques. Il y a aussi quelques expériences en Espagne, dans la couronne d'Aragon, à peu près la même période, mais c'est à nouveau quelque chose qui est très, qui n'a pas une portée démocratique comme c'était le cas à Athènes. Et puis, disparition assez longue, triomphe de l'élection lors de l'avènement des gouvernements représentatifs et non pas des démocraties représentatives à l'époque des révolutions françaises et américaines. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspond pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Dans l'histoire de la philosophie politique, entre autres, en Occident, dès l'Antiquité, mais avec la modernité aussi, avec des gens comme Spinoza, par exemple, ou Rousseau. Rousseau, c'est méconnu. Ils distinguent, et Montesquieu et d'autres, ils distinguent l'élection de la démocratie. Pour eux, l'élection, si on doit voter pour se nommer des maîtres, finalement des chefs, des dirigeants, c'est qu'on va identifier les meilleurs, logiquement. C'est qu'on considère que nous ne sommes pas tous égaux pour décider, et on doit s'en nommer quelques-uns, et donc c'est un processus, l'élection est un processus aristocratique. La démocratie, c'est un principe, là, je cite Jacques Rancière, qui renvoie au principe de l'égalité des intelligences. C'est le principe de l'égalité des intelligences, c'est savoir que si on est démocrate, par conséquent, on est amené à croire que les élus, les décideurs publics peuvent être tirés au sort. Tout simplement parce que la politique relève d'un domaine qui ne correspond à aucune compétence spécifique. Bien sûr qu'il faut des compétences spécifiques si on construit un pont. Il faut des compétences spécifiques si on pense dépêcher une armée sur un territoire et qu'on doit organiser son déploiement. C'est pas n'importe qui peut s'improviser. Cela dit, se demander s'il est pertinent de construire tel pont ou se demander s'il est pertinent de dépêcher l'armée renvoie à aucune compétence spécifique. Là, c'est des questions d'intelligence au sens très large qui se posent. Et à ce titre, effectivement, toute personne peut réfléchir, délibérer, se renseigner et donc développer une réflexion sur la chose. Aujourd'hui, quand on dit que l'on va tirer au sort des citoyens, concrètement, on dit qu'on va tirer au sort un échantillon représentatif de citoyens. C'est-à-dire qu'on va avoir une image en petit de ce qu'est le peuple dans son entier, parce qu'on va avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des éduqués, des pas éduqués, des gens qui viennent de tel endroit et des gens qui viennent de tel autre endroit. C'est des techniques qui se sont développées à travers d'abord les sciences, puis qui sont passées avec les sondages dans la politique, progressivement. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous pouvez savoir à 20 heures après une élection qui a gagné. On n'a pas tout dépouillé, mais on fait des sondages représentatifs qui permettent d'extrapoler, à partir d'échantillons, les tendances nationales. Eh bien, dans le tirage au sort aujourd'hui, c'est ça aussi. On va avoir un microcosme du peuple dans son ensemble.
Les dispositifs tirés au sort, qu'on appelle donc des mini-publics ou des panels délibératifs, vont commencer à se constituer au début des années 70. La première expérimentation qui vraiment met en place ce type de processus et qui est la moins connue, c'est le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui existe encore, sur lequel j'ai un peu travaillé en France, donc. Mais ça reste dans un domaine un peu à part. Dans les années 70, il y aura deux inventeurs, Ned Crosby aux États-Unis et Peter Dinel en Allemagne, qui vont chacun de leur côté un peu inventer le jury citoyen ou la cellule de planification en Allemagne, qui consiste à tirer un petit groupe de citoyens tirés au sort dans un panel diversifié, à les soumettre à des expertises contradictoires qu'ils peuvent écouter, et puis ensuite avec la rédaction d'une position, d'un avis, d'une recommandation citoyenne. C'est un dispositif qui va avoir un grand succès, le jury citoyen, il y en aura énormément dans différents pays, par exemple au Japon, aux États-Unis. On ne peut pas laisser la fabrication de la loi et des politiques aux groupes d'intérêt qui aujourd'hui ont pris l'ascendant sur le pouvoir politique. On ne peut pas les laisser uniquement aux représentants. Les représentants doivent entrer en dialogue avec les citoyens. Et donc il faut vraiment que les jurys citoyens deviennent une part intégrante du processus de décision. Après, dans les années 80, c'est les conférences de citoyens, ou les conférences de consensus qui vont se développer au Danemark d'abord, puis après ça va à nouveau essaimer en Angleterre, en Autriche, en Suisse, il y en a eu aussi en France. Contrairement aux jurys citoyens qui reposaient en partie sur de l'expertise d'usage, de la connaissance vécue qu'on a d'une chose, là, c'est vraiment pour essayer de trancher des controverses scientifiques. C'est-à-dire que là, les citoyens, les nanotechnologies, par exemple, ils ne sont pas nécessairement confrontés à ça tout de suite. Mais étant donné qu'il n'y a pas de consensus entre les experts sur, par exemple, la dangerosité d'une technologie ou d'une technoscience, le fait d'avoir un avis neutre, impartial, pour trancher le dissensus peut être intéressant. Les gens qui vont s'exprimer sont tirés au sort. On vérifie qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre. On leur donne une formation qui est, par principe, contradictoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dosage de tous les points de vue qui vont discuter d'absolument tout. Ils vont être à l'abri des médias et des différents lobbies et ils vont finir par rédiger eux-mêmes un avis. Tout ça après des mois de travail. Et puis, dans les années 90, ça va être le sondage délibératif, qui est inventé par Jeff Fishkin, qui a un échantillon plus large et qui, là, surtout, vise à vérifier les variations d'opinion entre le moment avant la délibération et le moment après la délibération. C'est-à-dire que Fishkin se dit, bon, le sondage, c'est quelque chose d'intéressant pour savoir ce que les gens pensent, mais on leur pose des questions alors qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, pas le temps de s'informer, pas le temps de délibérer entre eux. Qu'est-ce qui se passerait si on posait la question dans un sondage classique, mais ensuite on invitait les gens à venir à 2 ou 3 week-ends où ils pouvaient échanger des avis, écouter des experts, lire de la documentation, et ensuite est-ce qu'ils changeraient d'avis? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait les sondages délibératifs qui se sont diffusés un peu partout dans le monde, il y a eu des expérimentations dans différents pays, en Australie, aux États-Unis, en Irlande, etc. On voit qu'en effet il y a des variations assez importantes qui sont constatées entre l'avis non informé et l'avis informé après un week-end de délibération. Par exemple, au Texas, vous pensez quoi des énergies renouvelables? Bah non, on est un état pétrolier, c'est pas terrible. Puis à la fin du week-end de délibération, ah bah oui, en fait, les énergies renouvelables, on est majoritairement pour. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le Texas est le premier État aux États-Unis producteur d'énergie renouvelable, alors qu'il était le dernier avant, enfin un des derniers. Et on voit bien émerger la différence avec les sondages, qui se contentent d'enregistrer l'opinion publique des citoyens avant tout processus d'information. C'est-à-dire, en d'autres termes, qui se contentent d'enregistrer les préjugés des citoyens. Comment, pour condamner un homme, une femme, pour un crime, on accepte le jury qui est tiré au sort? Et pourtant, c'est le sort de quelqu'un. Il y a encore quelques décennies, c'était parfois la mort en assises. Et le tirage au sort ne marcherait pas pour la délibération sur ce qui est bon pour nous? Rappelez-vous l'imaginaire athénien. À Athènes, on tirait au sort ceux qui devaient gouverner la cité. On se disait bien, il y aura peut-être quelques imbéciles, d'ignards, de stupides dans le lot, mais l'équilibre de la dynamique rendra tout le monde plus intelligent. En tout cas, plus intelligent qu'un seul qui pense que face à la complexité du monde, il peut avoir les réponses tout seul. J'ai décidé, moi, président, j'ai décidé. Eh bien non, ce n'est plus possible. Direction la Colombie-Britannique, une des 10 provinces qui composent l'État fédéral du Canada.